Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du MEDEF. Et c'est pas trop tôt parce que cette vidéo, ça fait un moment que je vous la promets. Je vous l'ai déjà dit, je veux faire une vidéo sur les attaques contre le temps de travail, sur le MEDEF. Genre vraiment longtemps. Sur les propositions récentes du MEDEF. Bref, du coup, depuis la première fois que j'ai parlé de l'idée de faire cette vidéo sur cette chaîne, vous êtes plus de 4000 à vous être abonnés. Et donc, il est temps que j'honore mes promesses à mes nouveaux abonnés et aussi à tous ceux qui étaient là depuis longtemps. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo dans laquelle on va donc parler du MEDEF et de l'attaque qu'il est en train de mener contre le temps de travail et surtout contre le repos. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, elle va être un peu longue. Allez, c'est parti. Alors d'abord, pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo? Eh bien parce que le MEDEF a lancé une offensive, une charge assez violente contre le repos, pour l'augmentation du temps de travail. C'est-à-dire qu'il s'attaque à la fois aux jours fériés, aux congés payés et aussi à l'augmentation du temps de travail dans la semaine avec la fin des 35 heures. Tout ça, on va le voir dans cette vidéo, mais il est important de la faire parce que, et c'est ce que je vais vous expliquer, on est dans une bataille qui est à la fois matérielle pour des moyens très concrets et une bataille qui est culturelle, donc il faut accumuler des arguments pour pouvoir se défendre et pour pouvoir contre-attaquer dans cette bataille. C'est l'objet de cette vidéo. Le premier acte de cette bataille, il a lieu dans le Figaro le 11 avril dernier. Le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, c'est lui, fait une interview dans laquelle il se montre inquiet pour l'économie. Voici ce qu'il dit. On a tort de comparer cette crise à celle de 1929 ou de 2008 car elle est sans équivalent. Et pas uniquement parce qu'elle ne vient ni de l'économie réelle ni de la sphère financière. Même en temps de guerre, on n'a pas connu une crise où on a été obligé de fermer l'économie dans quasiment tous les pays en même temps en 8 jours. Je vous confirme un arrêt brutal de l'économie de l'ordre de 30 à 40% en moyenne. Pour faire face à ça, Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, lance un appel aux entrepreneurs. Il dit « J'appelle tous les entrepreneurs qu'ils peuvent à reprendre dès maintenant leur activité en respectant bien entendu les règles sanitaires de sécurité pour les salariés et en négociant des accords de reprise avec les représentants du personnel. » Donc là, on est le 11 avril, en plein milieu du confinement. Et il appelle les entrepreneurs qui le peuvent à reprendre dès maintenant leur activité. Et après quelques lignes de cirage de pompe du gouvernement, le président du MEDEF en arrive au cœur de son argumentaire. La question qui lui est posée est la suivante. Le coût de la crise va sans doute dépasser en France 100 milliards d'euros. Qui devra payer la note? Et le président du MEDEF répond « L'important, c'est de remettre la machine économique en marche et de reproduire de la richesse en masse pour tenter d'effacer dès 2021 les pertes de croissance de 2020. C'est la création de richesses qui permettra d'augmenter l'assiette des impôts et donc les recettes et ainsi de rembourser la dette accumulée pendant la crise. Ensuite, et c'est là que c'est important, ensuite, il faudra bien se poser la question tôt ou tard du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise et faciliter, en travaillant un peu plus, la création de croissance supplémentaire. Donc c'est là qu'on est dans le cœur de l'objectif de l'attaque, qui est une attaque contre le repos et pour l'augmentation du temps de travail, que je vous résume en quelques mots. Donc il y a une augmentation de 100 milliards de la dépense publique pour faire face à la crise. Donc l'État s'endette, donc il va falloir rembourser la dette. Pour rembourser la dette, on peut avoir plusieurs solutions. Une des solutions possibles est d'annuler la dette, comme je vous l'ai dit dans une de mes dernières vidéos. Je vous remets le lien dans la description, mais c'est pas ça la solution que propose le président du MEDEF. Non, lui ce qu'il dit, c'est qu'il faut augmenter les recettes et pour cela augmenter l'assiette. Il ne parle pas d'augmenter les impôts, il ne parle pas de faire payer les plus riches, il parle d'augmenter l'assiette, c'est-à-dire qu'il y ait plus de gens qui payent l'impôt ou que l'impôt repose sur une masse supérieure de richesses à l'intérieur du pays. Cette augmentation de l'assiette, cette augmentation de la création de richesses ne peut selon lui passer que par l'augmentation du temps de travail. Et là, on peut noter un point qui nous intéresse nous, c'est que le patron du MEDEF reconnaît que c'est le travail qui crée de la richesse, puisque s'il veut augmenter la richesse, le seul moyen qu'il trouve, c'est l'augmentation du temps de travail, c'est-à-dire, eh bien, finalement, ce qu'on dit depuis longtemps, c'est le travail qui crée la richesse et pas le capital. Mais revenons à l'interview, parce que c'est pas fini, il y a d'autres saloperies à relever à l'intérieur. Geoffroy Roux de Bézieux dit également la chose suivante. L'État jouera tout son rôle pour relancer la machine économique. Il faudra d'abord accompagner l'offre des entreprises en soutenant massivement leurs investissements qui auront évidemment tendance à se contracter. Et c'est là que c'est important, accélérer la baisse des impôts de production
pour rendre le Made in France compétitif. Ils appellent ça les impôts de production, c'est des impôts sur le chiffre d'affaires, sur les bénéfices, mais ils appellent ça les impôts de production pour donner l'impression qu'il y a quelque chose qui pèserait sur la production, qui la rendrait impossible, qui serait donc les impôts. Alors il y a aussi autre chose qui m'a un petit peu intrigué pour tout vous dire à la lecture de l'article. Voici ce que dit le président du MEDEF, et c'est pas souvent qu'on entend ça dans sa bouche. L'État devra aussi se préoccuper du problème de la demande, car les gens ne se précipiteront pas du jour au lendemain dans les restaurants ou les magasins. Il faudra également accompagner la reprise de la consommation. Ça, c'est assez étrange dans la bouche du président du MEDEF parce que jusqu'à présent, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y a un problème d'offre, il y a un problème d'offre, il y a un problème d'offre. On nous répète ça en boucle pour nous dire le travail est trop cher, les gens sont trop payés, on n'est pas compétitif, blablabla. Bla bla bla. Vous connaissez les arguments qui sont utilisés pour dire ça. Et finalement, c'est très rarement que des gens comme le président du MEDEF nous parlent de la demande. Alors même que ce que disent les économistes, c'est que les problèmes principaux qui se posaient avant même qu'ait lieu la crise du coronavirus, c'était des problèmes de demande, des problèmes de pouvoir d'achat, du fait qu'il n'y a pas assez de gens au travail dans la société, que les gens ne sont pas assez bien payés, ce qui ne fait pas assez tourner la machine économique et qui ne permet pas d'augmenter l'assiette, c'est-à-dire d'augmenter la circulation monétaire dans ce cas précis, et donc d'avoir un effet vertueux pour l'économie. En fait, il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre où était l'entourloupe, parce que nécessairement, il y a une entourloupe. En réalité, c'est le corollaire de l'argument de l'augmentation du temps de travail. La manière dont on va vous vendre le fait qu'il faut, selon le président du MEDEF, augmenter le temps de travail, eh bien c'est que par ailleurs, vous allez y gagner. Puisqu'on va vous rajouter 5 heures de travail en plus, vous allez être payé 5 heures de plus et donc vous allez gagner davantage d'argent, avoir un plus gros salaire et consommer, donc relancer la machine économique. Un accord gagnant-gagnant. Voilà ce qu'est l'augmentation de la demande, voilà ce qu'est l'augmentation des salaires finalement, perçu par le président du MEDEF. Mais en tout cas, quand on est dans une bataille comme celle-ci, il faut se saisir de chacun des arguments de l'adversaire. Et là, on en a un qui peut nous être utile. Le patron du MEDEF reconnaît d'une part que le travail, ça crée de la richesse, et d'autre part qu'il y a un problème de demande et que donc, il faut augmenter les salaires. Enfin, dans cette interview, il y a deux derniers points qui sont pas directement en rapport avec notre sujet, mais que je veux quand même traiter pour vous montrer un peu l'impact que peut avoir ce genre d'interview. Il y a la question des écoles et la question de l'investissement de l'État. Sur les écoles, voici ce que dit Geoffroy Roux de Bézieux. Chaque semaine supplémentaire de confinement coûte cher à l'économie et on ne pourra pas rester très longtemps avec 7 millions de salariés en chômage partiel et plus d'1 million de parents en arrêt de travail indemnisés pour garder leurs enfants. Donc pour Geoffroy Roux de Bézieux, on n'est pas en train de payer les gens parce qu'ils sont confinés, qu'ils ne peuvent pas aller au travail, on les paye pour garder leurs enfants, ce que dans sa logique à lui, l'école fait d'habitude. Et cette idée-là, elle sera reprise quelques jours plus tard par le numéro 2 du MEDEF, Fabrice Le Sachet, qui dit la chose suivante: bien évidemment, le fait que les écoles et les lycées puissent ouvrir, c'est une bonne chose pour les parents qui sont salariés et qui ont un travail. C'est un peu plus d'1 million de personnes qui peuvent se rendre sur leur lieu de travail et qui n'auront pas de problème de garde. Donc vous voyez, pour le MEDEF, l'école dans ce moment-là, elle n'est pas perçue comme un outil de formation pour former les générations futures de travailleurs et qui vont créer de la richesse parce qu'ils sont mieux formés que les autres. Non, c'est pas ça, c'est un outil de garde pour les enfants pour permettre aux parents d'aller au travail. Et enfin, un dernier point, je le cite parce que ça peut aussi donner des éléments de compréhension de ce qu'a fait, ou plutôt de ce que n'a pas fait le gouvernement. Il y a une question qui est posée sur l'investissement de l'État dans l'économie. Et voici ce que dit Geoffroy Roux de Bézieux. Il répond à la question suivante: l'État prévoit une enveloppe de 20 milliards pour des prises de participation dans des entreprises en difficulté. Est-ce une bonne chose? Et lui, il répond: l'argent public ne doit aller que là où l'argent privé fait défaut, mais à deux conditions. Qu'il y ait une utilité économique à cette prise de participation, par exemple pour éviter à une entreprise stratégique de tomber dans des mains étrangères, et d'autre part que l'État, qui n'a guère démontré qu'il était sur le long terme un bon gestionnaire, sache se retirer le moment venu, comme l'ont fait les Américains en 2009 avec General Motors. Donc vous voyez, l'État, s'il s'agit de mettre de l'argent dans les entreprises quand ça va mal, ok, mais s'il s'agit que l'État participe à la décision stratégique des entreprises, participe à la prise de bénéfices à l'intérieur des entreprises, là pas question, l'État doit s'en aller parce que c'est un mauvais gestionnaire, donc voilà. Ça vous explique aussi en partie pourquoi des idées comme la nationalisation des entreprises, on a beaucoup parlé de la nationalisation de Luxfer qui produit des bouteilles d'oxygène à usage médical et de Famar qui produit des médicaments, ça vous explique aussi peut-être pourquoi le gouvernement, qui suit beaucoup ce que dit le MEDEF, n'a pas agi pour prendre des participations dans ces entreprises. Donc dans cette interview, on a vraiment un condensé des argumentaires libéraux. Je vous résume en quelques points ce que dit Geoffroy Roux de Bézieux.
Mais en gros, vous avez un pays à l'arrêt à cause du confinement et pour lui, pour que l'économie reparte, il faut que le plus vite possible, les gens retournent au travail. Pour ça, il faut que les écoles réouvrent, puisque vous le savez, les écoles sont des garderies pour les enfants des travailleurs et que donc tous ces gens retournent au travail. Par ailleurs, comme l'État a augmenté ses dépenses pour faire face aux aspects économiques de la crise, la dette augmente et comme pour Geoffroy Roux de Bézieux, il n'est pas question d'annuler la dette, il va falloir la rembourser et pour ça, on ne va pas mettre les riches à contribution parce que si on met les riches à contribution, on va tuer l'économie. Non, ce qu'on va faire, c'est augmenter les recettes. Comment? Eh bien, pour lui, le seul moyen, c'est de faire en sorte qu'on augmente la quantité de richesse produite. Comment faire? Eh bien, par l'augmentation du temps de travail. Ça a l'air simple comme bonjour. Il n'y a aucune solution alternative qui est proposée, aucun autre moyen de rembourser la dette, même si on fixait cet objectif qui est proposé. Par exemple, la contribution des plus riches n'est pas proposée par Geoffroy Roux de Bézieux. Pour ça, pour lui, il n'en est pas question. Alors que pour vous faire simplement un petit rappel, les dividendes prévus pour l'année 2020 avant qu'il y ait la crise, ils étaient de l'ordre de 54 milliards d'euros, soit plus de la moitié de ce que l'État a dépensé pour faire face aux aspects économiques de cette crise. Donc vous voyez, de l'argent, il y en a énormément, mais la question est où on va le chercher et justement, ça va être un des sujets principaux de cette vidéo. Mais avant de venir là-dessus, je voudrais vous dire quelles ont été les réactions à cette interview parce que ça fait partie du paysage qui se structure autour de propositions. En fait, l'interview de Geoffroy Roux de Bézieux, elle était faite pour ça. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la communication un ballon d'essai. On sort une énormité pour voir comment ça réagit, comment les gens en face vont donner leurs oppositions ou leur accord à des propositions qui sont faites. Et là, c'était tout l'objet de cette interview de Geoffroy Roux de Bézieux. Évidemment, il y a eu une levée de bouclier contre cette proposition d'augmentation du temps de travail, mais, et là c'est plus étonnant, elle a même été jusqu'à certains penseurs qui d'habitude sont plutôt des libéraux. Et j'ai notamment relevé un édito de Nicolas Doménac et Maurice Zaffran dans Challenge. Alors les deux, pour vous dire, c'est vraiment des libéraux convaincus puisque eux-mêmes qualifient, dans cet édito-là, ils qualifient Alain Minc de libéral modéré et Challenge, le journal dans lequel c'était publié, c'est pareil, c'est un journal extrêmement libéral. Et pourtant, à l'intérieur de cet édito, on peut repérer des choses qui sont très intéressantes pour nous. L'édito s'appelle « Quand le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, se caricature tout seul ». Et voici ce qu'ils écrivent. Il s'est lui-même caricaturé, comme s'il n'avait rien entendu, rien vu, exigeant que nous repartions tous en suivant les yeux fermés les recettes patronales les plus éculées. Soutien de l'État aux investissements des entreprises, baisse des impôts de production, augmentation du temps de travail, réduction des congés. Et le président du MEDEF de conclure, l'urgence c'est de revenir à une activité normale. Conclusion absurde, l'épreuve que nous subissons collectivement n'impliquerait pas de revisiter les fondamentaux et notamment la place symbolique et donc salariale de tous ceux qui permettent à la société de tenir le choc, à commencer par ces innombrables premiers de corvée que la société ne pourra plus maltraiter tant les Français désormais les applaudissent. Ils écrivent aussi, depuis le choc du coronavirus, une fracture s'est encore creusée, d'un côté des travailleurs anonymes dont une partie fut gilet jaune, qui assurent les activités indispensables à la collectivité et prennent ainsi des risques, de l'autre, en seconde ligne, pourrait-on arguer, les confinés, souvent des cadres, qui contribuent eux aussi depuis leur domicile et en télétravail à ce que l'économie ne sombre pas tout à fait, mais ceux-là, admettons-le, sont plus confort, sinon plus tranquilles, à l'abri, contrairement à tous les exposés précités, sans oublier les démunis, reclus, eux, dans des conditions souvent éprouvantes. Ils ajoutent, oui, il y a bien 2 France aujourd'hui, et peut-être même 3 pour peu qu'on veuille bien y adjoindre celle des sans-emploi, sans toit, sans futur. Écoutons donc Minc, qui n'est pas un bout de feu loin de là. C'est un Grenelle en faveur des bas salaires qui s'impose, pour le moins, car ce n'est pas une prime ou quelques menues gratifications qui suffiront à apaiser l'ulcération sociale, à satisfaire la quête de reconnaissance de travaux mésestimés et, par définition, mal payés. Ceux qui, jusqu'ici, marchaient à l'ombre ont de facto renversé la hiérarchie des valeurs consacrées. Comment dire aujourd'hui, sans toute honte bue, que ceux qui prennent des risques, ce sont les financiers, ça c'est intéressant. Et le président du MEDEF voudrait les faire travailler davantage ces forçats du coronavirus au moment précis où ils devraient répondre à une autre question essentielle, celle-là, comment les faire travailler mieux et avec quelle reconnaissance. Il conclut, en citant Alain Minc, « Foutaise, réplique Alain Minc, pourtant point inscrit à la société, les mêmes problèmes se posent dans tout le pays et tout le monde passera par cette revalorisation des bas salaires. Mais gare, comme on le voit avec le patron du MEDEF et tous ses relais dans les médias, ça c'est intéressant, et tous ses relais dans les médias, notez bien, hein, nous sommes sur le point de retrouver la logique mortifère qui avait fini par s'imposer à Nicolas Sarkozy après la crise de 2009,
Sous prétexte de relancer la machine plus efficacement, il faudrait repartir comme avant, mieux ou pire, donner plus de latitude, de largesse au capital. Pourtant, il faudra bien que ce fameux capital en passe par une baisse de ses rémunérations au profit du travail. Autrement dit, si Emmanuel Macron entend que ça reparte vraiment, et pourquoi, répétons-le, ne voudrait-il pas, il lui faudra, à l'exemple du général de Gaulle, faire plier le patronat, l'archéopatronat. Donc vous voyez, c'est des mots que j'aurais pu moi-même utiliser, et pourtant ce sont des ultra-libéraux qui le disent. Je vous l'ai dit, c'est des gens qui qualifient Alain Minc de libéral modéré, c'est vous dire si eux sont des libéraux immodérés. Et là, il faut que je fasse une petite pause dans le récit de cette attaque du patronat et des gens qui travaillent avec lui, du MEDEF et des gens qui travaillent avec lui, pour essayer de pousser l'augmentation du temps de travail, pour vous expliquer les deux batailles qui sont en train de se mener. On a d'un côté une bataille matérielle qui se mène, qui est celle pour l'augmentation effective du temps de travail, une question finalement de répartition des richesses, de partage des richesses. Et puis il y a une deuxième bataille qui est celle-ci culturelle, et je vais aussi vous en parler. Alors commençons par la bataille matérielle parce qu'elle va éclairer la bataille culturelle. Il y a donc deux visions du monde qui s'opposent pour répondre à une question qui est qui va payer pour tout ça? Et d'un côté vous avez la vision du MEDEF, on l'a vu, je viens de vous en parler, et de l'autre côté vous avez une autre vision du monde qui propose par exemple la baisse des dividendes, l'augmentation des salaires, le fait que l'État retrouve de la force en augmentant ses services publics, qu'on impose davantage les plus riches, ceux qui ont davantage, qui participent plus à l'effort commun pour relancer l'économie du pays. Ça, c'est les deux visions du monde qui s'opposent. Alors vous avez deux grands terrains de cette bataille. Il y en a un qui est dans l'entreprise elle-même. L'entreprise, c'est quoi? C'est un collectif de travail dans lequel vous avez des gens qui mettent de l'argent, les capitalistes, qui investissent de l'argent pour acheter les locaux, pour acheter les machines, pour, bref, lancer la production. Et puis vous avez les gens qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise et tout ça vous crée de la richesse. La richesse, c'est quoi? C'est le produit de la vente de la somme du travail et du capital qui ont permis de produire effectivement des choses. Et toute la question est, qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on obtient par la vente du produit réalisé à l'intérieur de l'entreprise? Toute la question du partage est là. Depuis des années, ce qui s'est passé, c'est que la part qui allait au capital, c'est-à-dire à ceux qui ont investi à la base dans l'entreprise, la part qui va au capital n'a cessé d'augmenter dans les années passées au détriment de la part qui concerne les salaires et les travailleurs qui, au final, on l'a vu, c'est Geoffroy Roux de Bézieux lui-même qui le dit, créent la richesse. Donc ça, c'est le premier terrain de la bataille. Et puis vous en avez un deuxième qui est celui de l'impôt et qui est en gros combien chacun paye à l'intérieur de la société. Et évidemment, des gens comme moi défendent que les gens qui ont davantage payent davantage, tandis que les gens qui ont beaucoup en général vous disent qu'il faudrait un impôt qui soit le même pour tous. C'est-à-dire par exemple, tout le monde paye 15% de son revenu en impôt ou tout le monde paye 20%. Ce qui a été décidé de faire jusqu'à présent, c'est l'impôt progressif sur le revenu, c'est-à-dire que plus vous avez d'argent, plus vous payez. Et en réalité, ce que disent les libéraux, ça existe déjà, c'est-à-dire tant que vous gagnez moins d'une certaine somme, vous payez, mettons 10% d'impôt sur cette somme. Puis quand vous passez à la tranche au-dessus, sur cette tranche au-dessus, mais sur cette tranche du dessus uniquement, vous payez davantage d'impôts, et ainsi de suite, en sachant que maintenant on n'a plus que 5 tranches d'impôt sur le revenu et que des gens comme Mélenchon et la France Insoumise proposent d'en mettre 14 pour que justement plus on augmente dans les tranches, plus on paye d'impôts et que vous avez donc les gens qui sont au même niveau qui payent pareil et plus on monte, plus on paye. Donc ça c'est pour la partie matérielle de la bataille qui se mène, mais cette bataille se mène aussi sur le plan culturel, c'est-à-dire sur la capacité que va avoir chacun des deux camps à convaincre que son point de vue est celui qui a le plus d'intérêt pour la société, pour essayer de construire autour de ce point de vue une hégémonie dans la société qui rende donc ce point de vue majoritaire dans la société. Cette bataille culturelle, par la force des choses, elle passe aussi par des moyens matériels et notamment par les médias qui sont eux aussi détenus par les plus riches. Vous le savez, dans notre pays, 90% des médias sont détenus par 9 milliardaires, ce qui vous donne aussi une idée des raisons pour lesquelles les milliardaires achètent des médias, alors même que ce sont des entreprises peu rentables si on regarde le reste de leur activité économique. Et cette vidéo-là participe aussi de cette bataille culturelle, puisque moi, au moment où je suis en train de vous parler, j'essaye de vous convaincre de l'utilité du point de vue que je défends vis-à-vis d'un autre point de vue qui est celui du patron du MEDEF qui a donc des moyens à sa disposition médiatique et on va le voir d'autres agents qui sont évidemment bien plus puissants que ceux que j'essaie de développer. Et justement la deuxième partie de cette bataille, la partie culturelle de la bataille qui utilise des alliés a déjà commencé et le MEDEF
a mis en branle en quelque sorte ses alliés usuels qui, dans le cas présent, sont l'Institut Montaigne et l'IFRAP. C'est l'Institut Montaigne qui a commencé par lancer les hostilités en quelque sorte. Cet institut a été créé par un ancien PDG d'AXA. Il est présidé depuis 2015 par l'actuel PDG d'AXA, Henri de Castries, et il est aussi très proche d'En Marche. Je vous mets un lien sur le sujet dans la description de la vidéo, je ne m'étends pas sur les détails ici. Il est aussi et surtout très proche du MEDEF avec lequel il partage un grand nombre d'adhérents. Je vous mets la liste des gens qui adhèrent à cet institut dans la description, là encore pour ne pas alourdir le propos. Mais je vous invite vivement à aller regarder ces gens qui participent donc à l'Institut Montaigne, parce que vous avez quasi tout le CAC 40 qui participe au financement de cet institut. Et cet institut publie le 6 mai une note dans laquelle il y a énormément d'attaques pour l'augmentation du temps de travail sous divers moyens. Voici quelques-unes des propositions qui sont faites. Il est proposé par exemple de déroger au temps de repos minimum quotidien de 11 heures par jour. Il est proposé de prolonger le relèvement provisoire des seuils maximum dans les secteurs en tension, c'est-à-dire qu'on puisse travailler plus que 10 heures par jour et plus que 48 heures par semaine dans les secteurs dits en tension, qui ne sont pas définis évidemment. Il est proposé, et là c'est vraiment le pire du pire, de donner des incitations nouvelles à l'accroissement du temps de travail via des formules de rémunération différées négociées au niveau de l'entreprise. En gros, vous travaillez plus maintenant, vous êtes payé plus tard. C'est ce qui se fait déjà, notamment en Hongrie par exemple. Il est proposé aussi d'effectuer des formations professionnelles, c'est-à-dire liées au travail, en dehors du temps de travail. Alors à l'heure actuelle, c'est pas le cas. À l'heure actuelle, ces formations doivent être assurées sur le temps de travail. Il est proposé de supprimer le jeudi de l'Ascension comme jour férié, et il est aussi proposé de supprimer une semaine de vacances à la Toussaint pour que, en gros, eh bien, encore une fois, on vous garde les gosses. Parce que ce qu'il est dit, c'est que le fait qu'il y ait beaucoup de parents dont les enfants sont en vacances en même temps, ça provoque un arrêt de l'économie. Donc, si on ne met pas les enfants en vacances, alors les parents resteront au travail. Et il y a également énormément de mesures contre les fonctionnaires pour diminuer leur nombre de RTT. Il y a beaucoup d'attaques qui sont faites spécifiquement sur le temps de travail des fonctionnaires. Mais l'enjeu posé, il va vraiment dans le sens de l'agenda du MEDEF, c'est celui de l'augmentation du temps de travail, et il y a une mesure en particulier qui est très directement celle-ci, qui est la suppression du jeudi de l'Ascension, et ils assument qu'ils proposent le jeudi de l'Ascension parce que les gens font le pont et que du coup, au lieu de récupérer un seul jour, en gros, vous récupérez 2 jours de travail en supprimant un jour férié. Donc vraiment, c'est assumé qu'il s'agit d'enlever du repos aux Français pour leur faire payer la note de la crise du coronavirus. Quelques jours plus tard, le 9 mai, il y a un deuxième institut qui entre en jeu, c'est l'IFRAP, peut-être que vous le connaissez, c'est l'une des plus grosses farces en matière d'agents du libéralisme qui se revendiquent sous des bases scientifiques. L'IFRAP, c'est un organisme qui est enregistré comme lobby au Parlement européen, mais qui, en France, bénéficie d'un accès quasi général et permanent au plateau télé, où on invite sa présidente, Agnès Verdier-Molinier, à parler sans arrêt sur les plateaux télé. D'ailleurs, l'Institut en question, sur son site, revendique le fait qu'il a de plus en plus d'invitations dans les médias comme un gage de son sérieux et de sa scientificité. Je vous mets en description un article de Marianne qui va vous en dire plus sur cet institut. Mais retenez juste que sur le point de vue scientifique, c'est vraiment une grosse farce. Il a d'ailleurs été fondé par 2 militants d'extrême droite, Jean-Yves Le Gallou, ancien eurodéputé du Front National, et Bernard Zimmern, membre du Club de l'Horloge, qui est un groupe d'extrême droite qui était très actif dans les années 80. Et cet institut fait des propositions qui sont iconoclastes, relayées par le journal tout aussi iconoclaste, Le Figaro, qui était déjà celui qui avait fait l'interview du président du MEDEF. L'une des propositions, par exemple, c'est de baisser les impôts de 33 milliards d'euros pour créer d'ici 2025 400 000 emplois. Et j'ai fait le calcul, ça vous fait un total de 82 500 euros par emploi créé. Autrement dit, avec cette somme, avec cet argent, vous pourriez créer des emplois là où il y en a besoin, beaucoup plus dans les services publics. Et par exemple, si on veut vraiment les créer dans un endroit où c'est utile, dans le service public de l'hôpital ou de la santé. Et évidemment, l'essentiel des propositions qui sont faites et qui viennent appuyer l'agenda du MEDEF, c'est des propositions pour l'augmentation du temps de travail. Donc il est dit qu'il faut travailler plus et plus longtemps, partir beaucoup moins en vacances ou en RTT dans les mois qui viennent, débloquer le temps de travail hebdomadaire. Débloquer, c'est toujours des blocages, c'est toujours on va libérer les énergies, vous voyez, débloquer le temps de travail hebdomadaire, débloquer les heures supplémentaires, repousser l'âge de départ en retraite, et vous avez aussi tout un tas d'autres questions qui viennent sur le tapis. Donc par exemple, inscrire la dette dans la Constitution et que la France en gros puisse plus faire de déficit quand elle est en croissance,
mettre à zéro les droits de succession, faire revenir les exilés fiscaux par l'amnistie et la fin des taxes sur les dividendes et les plus-values, la fin du service public national de l'hôpital, ça c'est quand même la meilleure, faire maigrir nos administrations. Bref, vous voyez, c'est le grand gloubi-boulga libéral version IFRAP, donc c'est vraiment le plus caricatural possible. Mais vous voyez, vous avez une bonne partie de cette note qui vient appuyer la bataille que mène le MEDEF sur le temps de travail. Et puis cette bataille, elle vient sur le terrain politique aussi, où elle trouve des relais dans les Républicains et La République En Marche, qui sont ceux qui relaient finalement politiquement les propositions du MEDEF dans la société. Alors dès le 7 mai, le Premier ministre, interrogé en conférence de presse, avait dit que la question de l'augmentation du temps de travail, c'était une bonne question qui devrait être posée une fois la crise terminée. Mais vous avez aussi le président des Républicains, Christian Jacob, qui sur France Inter le 11 mai a appelé à sortir du carcan des 35 heures et il précise « Cela permettrait aux salariés d'avoir une augmentation de salaire et donc de pouvoir d'achat et de redonner de la compétitivité aux entreprises. » Et là, vous voyez ce que je vous disais en début de vidéo, l'augmentation du temps de travail est associée à la question de l'augmentation du pouvoir d'achat et donc à la question de la relance par la demande. Donc leur manière de relancer par la demande, c'est d'augmenter le temps de travail et non pas d'augmenter les salaires. Cette attaque-là, il l'avait déjà lancée quelques jours plus tôt sur RTL dans une émission qui s'appelle Le Grand Jury. C'est une émission RTL, LCI, Le Figaro. Le Figaro, encore une fois, qui décidément est vraiment un bon allié de l'augmentation du temps de travail. Il avait dit « Il faut donner la possibilité de travailler 36, 37, 38, 39 heures dans la limite des 40 heures par semaine. » Et son idée, c'est celle d'un assouplissement dans le cadre des accords d'entreprise. Et là, c'est intéressant parce que vous allez voir la prochaine phase de la bataille qui va être de s'attaquer aux 35 heures, mais sans le faire au niveau national, en le faisant au niveau de l'entreprise, au plus près du terrain, pour que ça donne l'impression que la loi reste la même pour tous, mais en réalité, elle est plus la même pour tous, puisqu'il y a des accords d'entreprise qui permettent d'y déroger. Même son de cloche le lendemain sur Europe 1 par une personne du même parti qui est Gérard Larcher, qui disait donc le 12 mai sur Europe 1, la question du temps de travail devra être posée, et lui aussi, il parle de faire ça au niveau de l'entreprise, et il ajoute il n'y a pas d'autre manière, c'est un peu le « there is no alternative » de Margaret Thatcher, version Gérard Larcher. Cette attaque contre le repos et pour l'augmentation du temps de travail, elle a évidemment été relayée par des gens de La République En Marche, mais comme ils sont nouveau monde, ils essaient de trouver des formules qui sont plus, je sais pas comment dire, plus cool, quoi, plus sympathiques. Ils vont pas vous dire directement « les gars, on va vous supprimer des congés », non. Vous allez les donner volontairement pour les soignants parce qu'on va vous prendre par les sentiments et vous dire vous voyez les soignants, ils ont vraiment beaucoup travaillé, on les a applaudis aux fenêtres, on a tous été solidaires avec eux, maintenant il va être temps que vous leur donniez des jours de congé parce que l'État ne pouvant pas en embaucher davantage, l'État ne pouvant pas augmenter leur salaire, l'État ne pouvant pas leur donner davantage de congés, eh bien ça va être aux Français de faire ce que l'État devrait faire, à savoir leur donner soit du temps libre, soit davantage d'argent. Mais donc les députés LREM ont écrit une lettre à Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, dans laquelle ils proposent donc que les Français puissent donner des jours de congé aux soignants. Et ils disent aussi que comme quand même si on leur donne trop de jours de congé, il va plus y avoir grand monde dans l'hôpital pour faire le travail. Du coup, ils proposent qu'on leur donne des sous, mais attention, pas sous n'importe quelle forme, sous la forme de chèques vacances, parce que comme ça, vous faites une double arnaque. D'une part, vous prenez des jours de congé aux Français, donc vous augmentez le temps de travail des Français, parce que si vous prenez du congé, c'est que vous augmentez le temps de travail. Et puis d'autre part, vous dirigez l'utilisation de la richesse, c'est-à-dire que vous donnez des chèques vacances et pas du salaire pour que les gens aillent consommer. Et il précise que ça serait aussi une manière de relancer le tourisme. Bilan des courses, au lieu de payer les gens avec de l'argent, on les paye avec en gros des chèques cadeaux pour prendre des vacances, mais surtout pour diriger l'argent vers la consommation de restaurants, de hôtels au bord de la mer, etc., etc. Bref, vous faites d'une pierre deux coups, vous volez des jours de congé et vous dirigez l'argent vers une partie de la reprise économique. Mais à la fin, ceux qui se font flouer, c'est les soignants qui reçoivent pas de l'argent frais, et les gens qui donnent leurs jours de congé. Alors qu'il y a évidemment une autre solution qui semble assez simple et qui est répétée par les soignants depuis maintenant au moins un an,
qui est d'embaucher des gens et d'augmenter les salaires. Mais pour ça, il faudrait aller chercher l'argent là où il est, et ça, de toute évidence, le patron du MEDEF n'a pas l'air décidé à le proposer. Voilà pour la partie politique, des attaques pour l'augmentation du temps de travail, mais ça va évidemment revenir en boucle, un coup le président du MEDEF, un coup des agences qui sont associées au MEDEF ou des instituts qui sont associés au MEDEF, un coup sur le terrain politique avec les Républicains ou la République En Marche, ou parfois les Le Penistes, ça peut être ça aussi. Mais ça va être un peu cyclique. Et d'ailleurs, à noter que le jour où je tourne cette vidéo, le président du MEDEF en remet une couche dans une interview dans Le Monde, dans laquelle il répond à l'augmentation du temps de travail. On lui demande « Faut-il augmenter la durée du travail ?» Et il répond « Je ne crois pas que la question se pose de manière générale. » Déjà, on a gagné du terrain. Déjà. La situation des entreprises va être très différenciée selon les branches, mais vous voyez pourquoi on a gagné du terrain, c'est parce que c'est ça qu'ils veulent faire passer. Chou blanc donc. Dans certains secteurs, la demande peut être soutenue, mais les contraintes sanitaires font que la productivité baisse. Ce sont dans ces secteurs-là que la question du travailler plus peut se poser, mais elle ne peut l'être qu'avec les salariés et entreprise par entreprise. Donc vous voyez, l'attaque, elle va se concentrer sur un point bien précis, la fin des 35 heures, mais en la décidant entreprise par entreprise. Comme ça, on garde la loi générale, mais on y déroge entreprise par entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, on ne garde pas la loi générale, on en a fini avec les 35 heures et on est repassé à une durée hebdomadaire de 40 heures. Donc vous le voyez, c'est une attaque générale et on peut penser que des gens comme Christophe Barbier qui, une fois par an, fait une vidéo pour supprimer une semaine de congé payé, vraiment, je vous jure, c'est vraiment une fois par an, à peu près toujours à la même période, au moment du début de l'été, vers le mois de juin, en général, Christophe Barbier fait une vidéo. D'ailleurs, moi-même, j'avais fait une vidéo pour lui répondre et vous êtes, je crois, plus de 10 000 à l'avoir regardé récemment. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est que Christophe Barbier a fait quelque chose et que vous tombez dessus dans les résultats de recherche, mais bref, je vous la remets dans la description, ça vaut toujours le coup de la regarder, elle reste vraie aujourd'hui. Et je vous mets aussi dans la description un article que j'avais écrit en 2014 qui s'appelle l'attaque du patronat et des médias, je crois, contre le repos, c'est quelque chose comme ça, et vous allez voir que c'est les mêmes méthodes qui étaient utilisées. À l'époque, les instituts qui étaient utilisés, c'était Ethic et Coerexcode, qui sont là aussi des instituts liés au grand patronat, mais c'est la même méthode, c'est toujours dire ça va pas, la productivité pas assez forte, le coût du travail est trop élevé, blablabla, et donc à un moment donné on en arrive à il faut augmenter le temps de travail, et généralement c'est augmenter le temps de travail sans augmenter les salaires avec. Mais vous allez voir, je vous mets tout ça dans la description pour que vous puissiez aller consulter, mais finalement c'est cyclique, et c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment faire cette vidéo, c'est la raison pour laquelle je voulais y passer du temps aussi, c'est qu'il y a une bataille générale qui se mène sur la question du temps de travail. C'est pas une bataille qui date d'aujourd'hui, c'est une bataille qui date de plusieurs dizaines d'années, et même du 19e siècle. Tout est une question de partage de la richesse et du partage du temps de travail aussi. C'est le sens historique du 1er mai. D'ailleurs, je vous mets aussi dans la description une petite vidéo qui vous rappelle le sens historique du 1er mai, mais c'était ça à la base. C'était la bataille pour la journée de 8 heures. Et comme à l'époque, on travaillait 6 jours par semaine, c'était la bataille pour les 48 heures de travail hebdomadaire. Donc vous voyez, depuis on a progressé, on est passé aux 35 heures, nous avons 5 semaines de congés payés, à un moment donné on a eu la retraite à 60 ans, même si sur ce terrain-là on a reculé, mais il faut bien que vous ayez conscience d'une chose, c'est que la diminution du temps de travail est une bataille. C'est une bataille matérielle, une bataille culturelle, et il est important de la mener. Si on ne la mène pas, on se fera écraser. On va se faire voler des acquis que nos anciens ont mis des années et des années à acquérir pour nous. Et cette petite vidéo qui finalement est devenue très longue, c'est pour moi un moyen de poser une pierre dans cette bataille culturelle pour vous convaincre qu'il faut être ceux qui défendent la diminution du temps de travail. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis désolé d'avoir dû être un peu long pour le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite bien sûr comme toujours à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis comme on peut compter que sur nous-mêmes pour mener cette bataille culturelle, je vous invite à partager très largement cette vidéo, à la faire circuler autour de vous si vous l'avez regardée jusqu'ici, parce que c'est un des moyens de développer des outils qui sont autonomes du système médiatique qui, lui, défend clairement un point de vue, celui des milliardaires qui les détiennent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à mettre des petits pouces bleus si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!